Bonjour à tous, dans le cadre de la FMC, je vais vous parler aujourd'hui des dyscaliémies aux urgences. Dyscaliémie, on entend par là la prise en charge rapide des hyperkaliémies et quoi faire devant une hypokaliémie. L'hyperkaliémie, vous y avez déjà tous été confrontés, ce qui fait clairement peur à tout le monde, néphrologue compris, c'est les atteintes cardiologiques avec le risque de décès que l'on peut avoir. Je vous ai remis les signes ECG, à savoir que les ondes T amples et pointues sont un signe effectivement de l'hyperkaliémie, mais ne représentent pas une menace en soi. En revanche, la perte des ondes P sur votre ECG, la présence de QRS large et l'apparition de bradycardie, là, clairement, nécessite une prise en charge très, très, très rapide. Le contexte du patient est important à connaître. Vous avez un patient qui se présente aux urgences avec une hyperkaliémie. La question est de savoir si le bilan a été fait à domicile ou non, combien de temps il a mis pour arriver au laboratoire. On a très régulièrement, nous néphrologues, qui demandons énormément de bilans biologiques, des prises de sang qui sont faites à la maison avec des prélèvements qui mettent 6, 7, parfois 8 heures pour arriver au laboratoire. Clairement, les tubes sont complètement hémolysés et le potassium est au plafond. Dans ce cas-là, on demande aux patients, on les appelle, savoir déjà comment ils vont, et puis on demande aux patients de reprélever. Il est important d'avoir une prise de sang faite dans de bonnes conditions avant de mettre en place tous les traitements, sauf bien entendu si vous avez un patient qui se plaint d'avoir des palpitations ou un cœur qui bat pas comme d'habitude, ou des malaises, ou des crampes musculaires. Et dans ce cas-là, le CG, clairement, est à faire hyper rapidement. Bien entendu, si vous avez des signes de choc quelconque, si vous avez un patient qui soit très déshydraté, soit en grande surcharge, ça a une importance sur la rapidité pour mettre en place le traitement. On n'attendra pas forcément de reprélever et d'avoir la nouvelle kaliémie. Et enfin, on regardera s'il y a une insuffisance rénale associée, s'il y a une acidose et une hyper ou plutôt une hypoglycémie associée, parce que ça va changer grandement le traitement par la suite. Comme toujours en néphrologie, la iatrogénie, elle a sa part. Les traitements par diffuca, les traitements par diurétique, j'insiste sur les diurétiques de Lens, les thiazidiques, les traitements épargneurs du potassium, les diurétiques épargneurs du potassium que sont l'aldactone et la spironolactone, les IEC et les inhibiteurs de SGLT2. Tous ces médicaments-là ont un impact assez important sur la kaliémie. Il est nécessaire absolument de vérifier que le patient, si le patient a ou non ces traitements-là. Très très régulièrement, nous en néphrologie, on voit des patients qui ont à la fois du diffuca, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça arrive aussi, des IEC et un diurétique. Clairement, dans ce cas-là, il faut commencer par stopper tous ces traitements et puis on réfléchit par la suite. La prise en charge de l'hyperkaliémie, malheureusement, souvent, elle est à faire en urgence et aux urgences. Les 4 points sur lesquels on peut axer la prise en charge, c'est lutter contre les signes de menace. Je vous les représenterai, c'est bien entendu les signes ECG. Faire entrer le potassium dans les cellules, limiter l'absorption du potassium et éliminer le potassium. Lutter contre les signes de menace, à partir du moment où un patient a des signes ECG en lien avec une hyperkaliémie, c'est une urgence absolue. Le risque de trouble du rythme et d'arrêt cardiaque, il est majeur. Encore une fois, je vous rappelle, s'il n'y a que des ondes T amples et pointues, c'est pas un signe de menace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge rapidement l'hyperkaliémie, mais on est un petit peu plus détendu que s'il y a une perte d'ondes P, s'il y a des QRS larges ou et une bradycardie. Dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez un des 3 signes de menace, le traitement, ce sera le calcium en intraveineux. Si vous n'en avez pas, le magnésium fonctionne aussi, mais c'est plutôt le calcium en première intention. 1 gramme en intraveineux direct, avec une surveillance scopique, bien entendu, systématiquement. Et si vous n'avez pas rapidement une amélioration des signes ECG, il ne faut pas hésiter à réinjecter. Clairement, c'est des patients qui doivent être au moins au déchocage, voire en soins intensifs, voire en réanimation. Faire rentrer le potassium dans les cellules, ça c'est quelque chose que généralement, qui est généralement fait aux urgences, mais pas forcément très bien fait. Je vous explique. Vous avez une action synergique de 2 molécules qu'on utilise très fréquemment, que sont les bêta-2 mimétiques à forte dose. Donc le salbutamol, la forte dose, c'est 20 mg en aérosol.
La voie intraveineuse n'a pas montré de supériorité par rapport à l'aérosol et 20 milligrammes, on est sur 4 fois la dose, que l'on donne habituellement dans l'asthme. L'insuline, qui fonctionne également très très bien, surtout en association, 10 unités d'insuline, soit en sous-cutanée, soit en intraveineuse. En intraveineuse, attention, l'action est un peu plus rapide. Il est absolument nécessaire d'avoir une glycémie avant de mettre en place le traitement. La mise en place d'un glucose, d'une solution glucosée n'est pas systématique. Elle n'interviendra que si vous avez une hypoglycémie, donc il est important de surveiller régulièrement votre patient. Si vous provoquez une hyperglycémie en mettant du G30, comme on le voit régulièrement, en plus de l'insuline, finalement vous perdez la capacité de l'insuline à faire rentrer le potassium dans la cellule et vous perdez tout intérêt au traitement, ce qui est plutôt dommage quand on sait que les deux traitements là fonctionnent quand même très bien. En aérosol, les bêta-2 mimétiques à forte dose peuvent parfois provoquer une tachycardie. Alors ça nous arrange chez les patients qui sont bradycardes dans le cadre de leur hyperkaliémie, mais c'est souvent mal vécu par les patients. Donc dans ce cas-là, soit on diminue la dose, soit on allonge la durée de l'aérosol en sachant qu'un aérosol de 20 mg, on en a déjà pour presque 1 heure. Si vous avez une acidose associée, n'hésitez pas à mettre du bicarbonate, du 1,4 et pas du 4,2 parce que c'est quand même très vénotoxique le 4,2 sur 3 à 6 heures en fonction de la volémie du patient. Si vous avez un patient qui arrive qui est déjà limite en surcharge, le bicarbonate fait quand même partie des solutés qui sont iso-hyperosmolaires et dans ce cas-là, vous allez remplir le patient et prendre le risque de vous retrouver avec un OAP, ce qui n'est pas l'objectif, bien entendu. J'insiste vraiment sur l'action de ces deux molécules, bêta-2 mimétiques en aérosol, alors salbutamol ou autre, vous voyez ce que vous avez, et l'insuline. Les deux fonctionnent très très bien et on ne met pas systématiquement le glucose avec. Si vous avez une hypoglycémie, bien entendu, on ne va pas laisser le patient en hypoglycémie, on mettra un petit peu de glucosé, mais on mettra soit du G5, soit du G10, avec des doses qui sont limitées entre 250 et 500 ml, en recontrôlant bien entendu que le patient ne se retrouve pas toujours avec une hypoglycémie. Mais l'objectif, c'est vraiment de ne pas provoquer d'hyperglycémie pour ne pas faire ressortir le potassium des cellules. Limiter l'absorption du potassium. La molécule principale, c'est l'échélateur du potassium, cahiexalate ou résicali. Le cahiexalate échange une molécule de potassium contre un ion sodium et le résicali, c'est contre un ion calcium. Bon, en pratique, ça ne change pas grand-chose pour vous. Ça permet juste de limiter au niveau digestif l'absorption du potassium. Soit vous le donnez péros à votre patient, soit en lavement, comme le potassium est absorbé très tardivement dans le tube digestif. Il va de soi qu'on arrête les perfusions où les patients ont du potassium, notamment les patients qui arrivent d'autres centres qui sont perfusés. Le polyionique, je vous rappelle, contient du potassium. Donc le polyionique est bien entendu fortement déconseillé, voire contre-indiqué, quand vous voulez remplir un patient, enfin mettre du glucose à un patient, vous mettez du G5 et pas du polyionique, parce que certes vous avez du glucosé dans le polyionique, mais vous avez aussi du potassium, et là votre prise en charge devient totalement contre-productive. Si vous avez des patients qui sont fortement constipés, les traitements laxatifs peuvent vous aider. Comme dit plus haut, si vous avez une absorption digestive moins importante en potassium, vous limitez l'absorption du potassium. Et du coup, si vous avez des traitements laxatifs avec un transit plus rapide, vous limitez également l'absorption du potassium. On arrête bien entendu les autres traitements péros qui favorisent les hyperkaliémies, que sont le Diffuca, les IEC, ARA2, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Éliminer le potassium. Naturellement, le patient, s'il pisse, il va éliminer l'excès de potassium. Donc si le patient est déshydraté, on le réhydrate, on rétablit une volémie correcte et il va reprendre une diurèse. Si au contraire, il est en grande surcharge, les diurétiques vont vous aider à éliminer le potassium. Et bien entendu, s'il y a un obstacle, s'il y a une insuffisance rénale avec un obstacle qui soit haut ou bas situé, le principal traitement, ça va être de rétablir une diurèse en dérivant les urines. Le transit, on en a parlé juste avant, plus le transit sera rapide, moins l'absorption de potassium au niveau digestif se fera et plus vous éliminerez facilement le potassium. L'hémodialyse en urgence, alors
Urgence, oui et non. C'est un traitement de semi-urgence, l'hémodialyse. Si vous avez un patient, bien entendu, hémodialysé avec une fistule artério-veineuse qui ne pisse pas, qui, a déjà pris son traitement, par cahier-xalate parce qu'il en a au long cours, et qu'il arrive avec une hyperkaliémie, pardon, sévère, là, clairement, le seul traitement que vous aurez, ce sera l'hémodialyse. Donc dans ce cas-là, c'est soit la néphrologie, soit la réanimation en fonction de l'état clinique du patient. Mais chez les patients qui ne sont pas dialysés chroniques, qui n'ont pas d'abord vasculaire, il faut bien prendre en compte que le temps de pause d'un cathéter, le temps de préparation, du générateur de dialyse, bah, ça se fait pas en 2 minutes, il faut compter entre 20 et 40 minutes. Donc les traitements médicamenteux que j'ai détaillés avant et en particulier, les traitements des menaces cardiologiques que sont le calcium et ou le magnésium et le salbutamol insuline, clairement sont en première ligne et doivent être mis en place très, très rapidement. Les hypokaliémies, ça va être beaucoup plus rapide, puisque finalement les hypokaliémies, heu, la majorité, des cas, c'est, soit des patients qui ont eu des traitements, qui n'étaient pas adaptés, soit des patients qui sont en grande carence d'apport ou avec des pertes excessives. Dans ce cas-là, on est dans des contextes qui sont quand même bien particuliers, le contexte de la dénutrition, des hypomagnésémies sévères sur des troubles du transit et les pertes excessives, on retrouve encore une fois, le transit inadapté avec des diarrhées profuses. Attention chez les patients qui ont des stomies, c'est généralement chez ces patients-là qu'on a le plus de difficultés à rétablir une kaliémie normale et les grands brûlés. Là, dans ce cas-là, en général, la prise en charge, elle se discute plutôt, en réanimation ou en service spécialisé qu'en néphrologie. La tolérance, clinique, une, hypokaliémie peut être tolérée jusqu'à 3 millimoles. En deçà de 3 millimoles par litre, on commence à avoir des retentissements assez importants avec, des crampes, une faiblesse musculaire, un ralentissement musculaire global. On retrouve effectivement des anomalies ECG également, le cœur est un muscle. On peut avoir soit des extrasystoles auriculaires simples, des ondes T qui sont plutôt plates. Dans ce cas-là, comme dans le cas de l'hyperkaliémie, l'onde T est un signe, mais pas un signe de menace. Par contre, vous pouvez rapidement avoir des troubles du rythme, des troubles de la repolarisation avec l'apparition d'ondes U, qui là sont, à prendre, à prendre en charge en urgence avec un risque de torsade qui n'est pas négligeable. J'insiste, sur un élément clinique qui peut être, déroutant parfois, c'est la présence d'un iléus. Le tube digestif, c'est aussi du muscle. Quand vous avez un ralentissement musculaire global sur une hypokaliémie généralement sévère, on peut se retrouver avec des patients qui ont des authentiques, iléus, mais dans ce cas-là, la prise en charge, elle ne sera pas chirurgicale, elle sera médicale. Si on a une cause, un patient qui a des diarrhées profuses par exemple, bien entendu, il va falloir traiter la cause et envisager une supplémentation par la suite. En fonction de la sévérité, de l'hypokaliémie et de sa tolérance, on peut envisager soit un traitement Péros en première intention, soit directement un traitement en intraveineux. Le traitement intraveineux, on manipule quand même un ion qui est, avec une faible marge, il va falloir y aller avec prudence et surveiller de manière étroite la kaliémie. Le potassium en lui-même, le potassium intraveineux est très vénotoxique, donc on essaye de le mettre plutôt sur une voie centrale plutôt que sur une voie périphérique, ou alors il faut qu'on ait une voie périphérique qui soit vraiment de très, très bonne qualité avec un pouce-seringue en potassium qui va être dilué. Le mieux, c'est quand même le pouce-seringue sur une voie centrale. On supplémentera de manière quasi systématique en magnésium également pour améliorer, l'absorption du potassium tant par la voie digestive que son utilisation en intracellulaire. Le bilan, biologique, alors ce que nous on fait en néphrologie, c'est qu'on fait systématiquement après chaque pouce seringue un ionogramme pour voir où on en est et savoir si on remet ou pas un pouce seringue, en sachant qu'habituellement on fait 3 grammes sur 6 heures de potassium. Donc après à voir en fonction du degré, d'hypokaliémie et de la sévérité, du patient. Soit on met, toutes les 6 heures, soit on met toutes les 8 heures, soit toutes les 12 heures. On surveille bien entendu, cliniquement le patient et un ECG, par jour, c'est pas du luxe. Ça permet de vérifier que la tolérance reste bonne et qu'on n'ait pas d'anomalies cardiaques qui apparaissent malgré un traitement qui a l'air d'être efficace et une supplémentation qui a l'air d'être efficace. Je vous remercie.